Ok, merci. Donc voilà, on va continuer donc sur notre module concernant les réseaux électriques. Alors la dernière fois, nous avons commencé les modèles du réseau, des composants qui composent le réseau électrique. Nous avons commencé par un réseau infini. Et puis, nous avons vu le modèle simplifié de la ligne électrique, c'est-à-dire le modèle que l'on peut utiliser dans les équations mathématiques. Et puis, nous avons vu donc le modèle de la machine, pardon, le modèle du réseau de la ligne électrique dans le cas où on a un système triphasé équilibré et dans le cas où on a un système triphasé déséquilibré. Et nous avons vu que dans chacun des modes, c'est-à-dire en équilibré ou en déséquilibré, l'impédance de la ligne change selon ce qu'on est dans un système direct, inverse ou homopolaire. Et comme je l'avais signalé la dernière fois, c'est un phénomène bizarre, d'accord, parce que généralement, vous savez, d'après ce que vous connaissez, ce que vous avez fait dans les machines électriques, normalement l'impédance, ça reste une constante. Mais comme nous l'avons vu et comme nous l'avons démontré la semaine dernière, l'impédance de la ligne change si on est dans un mode direct, inverse, homopolaire. Donc on n'est pas tout le temps en présence de la même impédance. Alors j'avais dit la semaine dernière que le modèle que nous avons vu, c'est un modèle simplifié. Aujourd'hui, nous allons voir comment on calcule les différents paramètres de la ligne, c'est-à-dire comment on calcule l'inductance de la ligne, comment on calcule la capacité de la ligne. Donc, quelles sont les équations qui nous permettent de déterminer la valeur exacte de l'inductance, la valeur exacte de la résistance, la valeur exacte de la capacité. Et je l'avais signalé aussi la semaine dernière, j'avais dit que ce sont des équations qui vont rester dans la culture générale. Généralement, elles ne sont pas utilisées, c'est-à-dire fréquemment, mais ça reste des choses à savoir pour un ingénieur électricien, surtout en domaine de l'électrotechnique et des réseaux électriques. Donc voilà pour cette présentation. Donc, nous allons voir comment on détermine et quelles sont les équations qui nous permettent de calculer l'inductance série, la capacité shunt, la résistance série et puis la résistance transversale. Et nous allons donner quelques ordres de grandeur pour la ligne très haute tension, pour les lignes très haute tension concernant ces différents paramètres. Et comme vous allez le constater, il y a des paramètres qui restent constants, quelle que soit la valeur de la tension, surtout lorsqu'on est en haute tension, très haute tension, parce que là, on est concerné par ces niveaux de tension. On n'est pas trop intéressé par la basse tension, par la moyenne tension. Ça, comme j'ai dit la dernière fois, vous l'avez fait ou vous le faites maintenant avec Madame Zaraq dans les installations industrielles. Donc tout ce qui est basse tension et moyenne tension à la limite, ça sort un peu du cadre de notre cours des réseaux électriques. Je rappelle le schéma des télégraphistes sur lequel repose le modèle de la machine des réseaux électriques. Vous vous rappelez bien, c'est ce que nous avons fait durant les 2 semaines précédentes. La résistance en série, l'inductance en série ou la longitudinale, la résistance transversale et puis la capacité transversale. Donc voilà le schéma que nous avons considéré.
et qui représente en quelque sorte le modèle d'une ligne électrique. Alors maintenant, nous allons voir comment on peut déterminer l'inductance de la ligne. Alors, vous vous rappelez très bien la semaine dernière, nous avons dit que lorsqu'on calcule finalement le modèle de la ligne, finalement, lorsqu'on fait un schéma monophasé équivalent, surtout lorsqu'on est en triphasé, parce que là, on travaille en triphasé, ce que vous voyez dans ce schéma-là, c'est généralement, c'est seulement pour une ligne, lorsque vous avez une ligne qui est isolée, une ligne séparée. Mais dans ce que nous cherchons, nous, ce n'est pas la ligne isolée, mais nous cherchons le modèle ou le schéma équivalent dans le cas d'un système triphasé, ce qui est le cas pour un réseau électrique, parce qu'un réseau électrique, généralement, il est composé de 3 lignes. Donc, ce que nous allons calculer, nous, c'est généralement l'impédance ZS, d'accord? Et puis, là, si vous voulez, l'admittance ou l'impédance transversale, d'accord? Le YP. Et vous vous rappelez très bien, lorsque nous avons calculé le ZC, dans le ZC, il y a deux paramètres. Il y a la résistance RS, qui est la résistance de la ligne, qui ne dépend pas d'un système monophasé ou la triphasé ou la ADA, donc ça reste un paramètre normalement qui est constant, qui dépend uniquement de la section du câble, du matériau du câble et puis de la longueur du câble. Et puis vous avez l'inductance cyclique, si vous vous rappelez très bien, l'inductance cyclique L. Et dans l'inductance cyclique L, il y a l'inductance propre, l'inductance de fuite propre, d'accord, l'inductance propre de la ligne, mais aussi il y a l'inductance mutuelle, d'accord, l'inductance mutuelle qui représente l'inductance mutuelle entre les différentes lignes, surtout qu'on est dans un système triphasé. Donc, si on est dans un système équilibré, le L, vous vous rappelez très bien, ce serait égal à quoi? Ce serait égal à LS moins M, d'accord? Et puis, si on est dans un système homopolaire, l'inductance L devient LS plus 2M. Donc ça, nous l'avons fait la semaine dernière. Donc, si vous voulez, s'il vous plaît, l'inductance L que nous allons calculer après, d'accord, dans ce qui suit, ça serait normalement l'inductance L, parce que L, c'est l'inductance qui nous intéresse, parce que c'est l'inductance totale, si vous voulez, c'est l'inductance cyclique qui va rentrer dans les équations, et c'est elle qui va influencer le transit des puissances actives et de la puissance réactive. Donc, comme j'ai dit, le L que vous avez dans l'impédance totale, ZS, donc c'est L, grand L, dans ce cas qu'on va considérer comme l'inductance cyclique. Et l'inductance cyclique, il va dépendre du mode du système triphasé. Est-ce qu'on est en direct, inverse, ou là, on est en homopolaire. Alors maintenant, nous allons calculer donc les différentes inductances. Et puis, à partir de ces différentes inductances, nous allons calculer l'inductance cyclique via le schéma monophasé équivalent. Voilà. Alors maintenant, nous supposons que notre réseau est composé d'un système triphasé et nous allons considérer que chaque phase est composée d'un seul conducteur. D'accord? Donc là, vous avez un système triphasé, 3 phases. Et comme j'avais dit la semaine dernière, dans un premier temps, nous allons considérer que les 3 phases, elles sont équidistantes, si vous voulez. Donc ça veut dire que vous avez la même distance entre les différentes phases pour faciliter les équations. Mais dans un deuxième temps, nous allons voir dans le cas réel. Vous vous rappelez très bien la semaine dernière, lorsque j'avais parlé, c'est ce que vous voyez dans la réalité, si vous regardez les réseaux électriques, vous avez généralement les lignes, donc elles sont de cette manière-là. Ça veut dire que vous avez des distances différentes entre les différentes phases. Mais on arrive, et ça on va le voir tout à l'heure, on arrive à homogénéiser les distances en permutant sur une certaine distance, en permutant les phases. Ça veut dire,
Si la troisième phase ou la première phase est en haut, donc elle revient vers le milieu, et puis celle du milieu, il va aller vers voilà, donc il va aller vers le bas, pardon. Et puis la troisième ligne, il va aller vers le haut, et ainsi de suite. D'accord? Et après, celle-ci va aller vers le milieu, celle-ci, donc, elle va partir vers le bas, et celle-ci, il va repartir vers le haut. D'accord? Et si vous prenez la distance moyenne sur une certaine longueur, vous allez voir que la distance moyenne, donc ça reste la même pour toutes les phases. Mais bon, ça, on va le voir tout à l'heure. Alors, pour le moment, nous considérons que les trois phases, donc c'est un système presque triangulaire, et on a la même distance entre les trois phases. D'accord? Et puis, chaque conducteur a un certain rayon R. D'accord? Chaque conducteur a un rayon R. Et puis, la distance entre les différentes phases, donc entre la phase A et C, c'est DAC, entre A et B, c'est DAB, entre B et BC, c'est désigné par DBC. D'accord? Donc, voilà les bases des calculs que nous allons voir après. Alors, je ne vais pas revenir et refaire le cours de l'électromagnétisme, mais si vous allez sur le cours de l'électromagnétisme et vous refaites donc une révision du cours, si vous prenez deux conducteurs A et B, ou la 1 et 2, d'accord, et que, bon, il y a une certaine distance entre les deux, donc la distance, on va l'appeler la distance D1-2, d'accord? Alors, je parle ici de conducteurs linéaires, d'accord? Là, de conducteurs linéaires, ou là, de charge linéique. Donc, ça, vous l'avez fait dans les exercices de l'électromagnétisme. Lorsque vous avez un conducteur qui a une forme linéaire, ou là, une forme linéique, vous avez des... Est-ce que vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît? Ou là, vos micros? Ah, s'il vous plaît, alhamdoulilah, s'il vous plaît. Arrêtez et coupez le son, s'il vous plaît. Alors, vous avez donc les deux conducteurs, et puis on peut calculer, donc ça vous l'avez vu dans l'électromagnétisme, on peut calculer l'inductance mutuelle entre les deux conducteurs M1,2. D'accord? Alors, cette inductance mutuelle, elle dépend de quoi? Bon, il y a les perméabilités, vous savez, donc la perméabilité μ0, d'accord? La perméabilité μ0, c'est la perméabilité du vide. Et puis, vous avez la perméabilité relative, qui est la perméabilité du milieu électromagnétique, d'accord? Le milieu magnétique. Alors, dans notre cas, la perméabilité, c'est la perméabilité de l'air, parce que le milieu dans lequel le champ électromagnétique est créé, c'est dans l'air. Donc, on va prendre, donc le μr, c'est la perméabilité de l'air. Et puis, vous avez la perméabilité μ0, donc c'est une constante qui reste constante, quel que soit le matériau et quel que soit le milieu considéré. Donc, comme j'ai dit, si vous revenez, vous regardez donc l'inductance mutuelle entre deux conducteurs 1 et 2, alors vous allez trouver que cette inductance mutuelle, elle est de la manière suivante. D'accord? Alors, si vous prenez par exemple entre le conducteur A et B, alors je prends le conducteur A et le conducteur B, donc les deux phases, la phase A et la phase B. Donc, vous avez le flux phi A, comme nous avons vu la semaine dernière, c'est le flux propre, d'accord, plus un flux mutuel avec la phase B, plus un flux mutuel avec la phase C, d'accord? Mais là, je vais prendre uniquement l'expression, par exemple, de l'inductance mutuelle MAB, qui est l'inductance mutuelle entre le conducteur A et le conducteur B, d'accord? Alors, cette inductance mutuelle, comme j'ai dit, il va dépendre de la distance DAB. D'accord?
DAB, qui est la distance entre le conducteur A et le conducteur B, et c'est ce que vous voyez ici, d'accord? Et puis vous avez l'inductance, comme j'ai dit, l'inductance mutuelle, pardon, c'est pas l'inductance, la perméabilité, d'accord, mu0, et puis divisé par 2pi. Alors finalement, si je calcule l'inductance MAB, d'accord, l'inductance MAB, c'est donné par la formule suivante. Donc c'est, vous voyez très bien, c'est mu0. Alors, dans ce cas, le mu R l'air, c'est quoi? Parce que dans ce cas, nous avons l'air entre le A et B. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas mu R, d'accord? Dans l'air, vous avez la perméabilité mu R est égale à 1, d'accord? Alors, dans ce cas, donc, vous avez mu0 sur 2pi, et puis logarithme, d'accord? Alors, c'est une formule qui est très simple, 1 sur DAB, 1 sur la distance entre le conducteur A et le conducteur B. Donc, voilà l'inductance mutuelle entre le conducteur A et le conducteur B. D'accord? Donc, c'est cette formule-là que vous voyez, donc multipliée par mu0 sur 2. Alors, normalement, ici, vous devez avoir mu R pour l'air, mais comme j'ai dit, donc c'est égal à 1. Et là, vous allez voir que dans l'inductance propre, il y a mu R. Pourquoi? Parce que vous avez une partie, parce que dans ce cas, vous avez une partie du flux qui va passer par le conducteur. Alors, dans ce cas, on va prendre donc la perméabilité la perméabilité relative le fer. D'accord? Là, pardon, c'est pas le fer, mais le cuivre ou là l'aluminium. D'accord? Donc, comme j'ai dit, pour le conducteur A et B, le milieu magnétique, c'est l'air. Dans le cas d'un conducteur, il faudra prendre en considération aussi le milieu, d'accord, qui est le conducteur. Dans ce cas, soit le cuivre ou là l'aluminium. Si on est en aérien, généralement, c'est l'aluminium. Et si on est en enterré, en souterrain, vous avez la perméabilité relative le cuivre. D'accord? Alors voilà, donc, et la chose se répète pour les autres valeurs. Alors ici, vous avez MAC, qui est l'inductance mutuelle entre le conducteur A et le conducteur C. Et puis, vous avez cette matrice-là qui est symétrique par rapport à la diagonale. Donc, les mêmes valeurs que vous avez de ce côté-là, vous allez l'avoir de ce côté-là, et ainsi de suite. Donc, par exemple, dans les matrices que nous allons voir après, on va laisser, par exemple, cette partie-là vide pour ne pas encombrer la matrice, mais sachez que la matrice des inductances, ça reste une matrice qui est symétrique par rapport à la diagonale. Alors maintenant pour le conducteur lui-même, parce que dans ce cas vous avez LS. LS c'est l'inductance propre de la ligne, parce que vous avez le flux phi A, c'est quoi? Le flux phi A c'est le flux propre, d'accord? Là c'est l'inductance propre fois le courant IA. Donc ici vous avez l'inductance propre de la ligne. Donc dans ce cas, pour les valeurs ou là, pour les paramètres qui sont sur la diagonale, vous avez uniquement les inductances propres de la ligne. Donc là, par exemple, si vous prenez la ligne A, son inductance propre, dans ce cas, on va l'appeler LS parce que c'est la même pour toutes les phases. Donc, ça serait la valeur que vous avez ici. D'accord? mu0 sur 2pi multiplié par mu R sur 4 plus logarithme de 1 sur R. Là, vous voyez très bien, 1 sur R, c'est quoi? Ce n'est que le rayon le conducteur. Donc là, vous voyez comment on calcule, ou là, comment on peut calculer les inductances d'une ligne triphasée. Et à partir de cette matrice, on peut déjà calculer l'inductance cyclique, d'accord? On peut déjà calculer l'inductance cyclique dans le cas où on est, par exemple, en système direct. Alors, si je suis dans un système direct, à partir
Là, vous pouvez donc déjà réfléchir quelques secondes. Et bon, si vous voulez, donc quelqu'un pourrait me répondre, par exemple, quelle est l'expression de l'inductance cyclique dans le cas où on est en système triphasé équilibré direct. Et là, j'attends quelqu'un pour qu'il me donne la valeur, par exemple, dans ce cas. Quelle est l'expression de l'inductance cyclique pour un système triphasé direct? Est-ce que vous suivez? Vous êtes là? Je mets l'expression de l'inductance cyclique pour un système triphasé équilibré, direct par exemple. C'est facile, d'accord? Vous avez ici l'inductance propre, et puis vous avez ici l'inductance mutuelle, d'accord? Alors si on est dans un système triphasé équilibré direct, donc l'inductance cyclique, ça serait quoi? Ça serait finalement LS. L'inductance LS Moins M, M. d'accord? Alors vous avez LS, c'est donné, c'est l'inductance propre, il a dit, d'accord? C'est cette expression-là que vous avez ici. Et puis vous avez l'inductance mutuelle, c'est cette inductance-là. D'accord, il a dit. Donc, puisque vous avez la même distance entre les différentes phases, donc 1 sur DAB ou la 1 sur DAC ou la 1 sur DBC, ainsi de suite, ça serait la même distance. Donc c'est symétrique. Et dans ce cas, vous pouvez déjà calculer l'expression en fonction des paramètres que vous avez ici, par exemple les distances D, la distance DAB, le rayon R, la perméabilité mu R et ainsi de suite. Donc vous pouvez déjà calculer l'inductance cyclique. De la même manière, si vous êtes en homopolaire, d'accord, donc je mettrai LH, homopolaire. Dans ce cas, vous pouvez déjà calculer cette inductance par la formule LS plus 2 fois M. Donc là, vous voyez déjà comment on peut calculer donc les inductances propres, les inductances mutuelles et puis les inductances cycliques à partir de cette matrice-là. Alors, d'accord, alors dans notre cas, puisqu'on est dans un système triphasé, et on est en haute tension ou là en très haute tension, alors généralement vous avez cette relation-là qui est toujours valable si on n'est pas dans un système qui est déséquilibré. D'accord? Ça veut dire que vous n'avez pas une phase qui est coupée. Voilà, ça c'est un peu rare. Ou là, dans un cas où on a un court-circuit monophasé ou là un circuit biphasé, c'est dans ce cas où vous n'allez pas avoir la somme des trois courants est égale à 0. Mais dans le cas normal de fonctionnement, parce que vous êtes dans un système triphasé, là vous voyez déjà, même pour les transformateurs qu'on a, dans une ligne très haute tension, vous n'avez pas de neutre pour les transformateurs. Alors, si vous n'avez pas de neutre pour les transformateurs, dans ce cas, vous avez tout le temps IA plus IB plus IC égale à 0. D'accord? Le courant, la somme des trois courants, vous avez toujours un système qui est ouvert du côté du neutre. Là, vous avez des transformateurs qui sont en triangle. Ça veut dire les enroulements des transformateurs ils sont en triangle. Et lorsque vous êtes en triangle, vous avez toujours la somme des trois courants est égale à 0, quel que soit le cas. Donc si vous prenez un système en triangle, si vous prenez un système en triangle, quels que soient les courants qui rentrent, vous avez toujours la somme des trois courants égale à 0. D'accord, donc ça vous l'avez déjà fait, vous pouvez le vérifier, d'accord, vous avez toujours la somme des trois courants qui est égale à 0. D'accord, donc là, comme j'ai dit, les calculs que nous avons faits ici, généralement on les fait pour un système très haute tension ou la haute tension, donc on a tout le temps cette égalité-là qui est vérifiée.
Donc, vous avez, pour revenir à la matrice que vous avez ici, donc vous avez le flux. Donc, ça, c'est la désignation de le flux phi A, le flux phi B, le flux phi C. Je répète toujours que le flux dans un conducteur ou là, dans une phase, c'est la composante de trois flux. Vous avez un flux propre et puis vous avez le flux mutuel qui est produit par les deux autres phases. Vous avez mu0, donc c'est la perméabilité magnétique du vide, donc qui est égale dans ce cas à 4 pi 10 à la puissance moins 7 Henri par mètre. D'accord. Et puis vous avez mu_r qui est la perméabilité relative, l'air qui entoure la ligne, de même que le métal dont sont constituées les phases, ont une perméabilité relative mu_r très proche de l'unité en pratique. Alors vous avez mu_r, généralement pour l'air, c'est égal à 1. Mais pour le métal, le cuivre ou l'aluminium, vous allez avoir des petites différences de mu_r par rapport à l'unité, par rapport à 1. Mais vous avez généralement donc la perméabilité mu_r qui est presque, d'accord, mais je ne dirais pas que c'est la même, d'accord? Parce que là, vous avez la perméabilité, et puis si vous êtes dans le fer, par exemple, vous avez la perméabilité la plus importante. Si vous êtes dans le fer, vous avez la perméabilité qui est trop forte, ça veut dire la perméabilité, c'est comme la conductance. La perméabilité, ça veut dire ça permet le passage le flux. Perméabilité, d'accord? Donc lorsque vous avez une perméabilité qui est importante, donc vous avez une conductance qui est importante, ça veut dire la résistance magnétique elle est moins. Donc la perméabilité, elle est inversement proportionnelle à la réactance, d'accord? La réactance magnétique. Alors, la matrice L est la matrice d'inductance. La matrice L, c'est la matrice que nous avons vue ici. Donc, ça s'appelle la matrice L parce que dans ce cas, je peux écrire que le flux, le vecteur flux dans ce cas, il est composé de trois composantes. C'est la composante pour le flux A, le flux B et le flux C. Donc, c'est comme un vecteur qui est égal à la matrice des inductances L que vous avez ici. D'accord? Fois le vecteur le courant triphasé. Et le vecteur courant triphasé, il est composé de trois composantes qui sont le courant IA, le courant IB, le courant IC. Donc, le terme mu0 UR sur 8pi correspond au champ magnétique à l'intérieur du conducteur. D'accord? Alors, regardez ici. Vous avez de la partie A10, si vous regardez pour l'inductance, d'accord, l'inductance, il est composé, l'inductance propre, elle est composée de deux termes, d'accord. Alors vous avez le terme qui est là, et puis vous avez le deuxième terme. Alors pour le terme mu_r sur 8pi mu0, c'est d'accord, c'est l'inductance, le champ ou là le flux qui traverse le conducteur, c'est-à-dire à l'intérieur du conducteur. C'est ce que vous avez ici, d'accord. Mais généralement, c'est une inductance qui est très faible comparée au deuxième, d'accord, comparée par exemple à cette valeur-là. Et là, vous avez le flux qui va passer par le conducteur, donc c'est le champ. Là, le flux, c'est un flux qui est très, très faible devant le flux qui va traverser par exemple entre le conducteur et le sol. D'accord? Parce que généralement, vous avez un conducteur et puis vous avez le sol. Donc, il y a une petite partie le flux magnétique qui va passer par le conducteur. D'accord? C'est une partie qui n'est pas très importante. Voilà l'expression qu'on a ici, que nous avons établie ici. C'est une expression qui est valable uniquement si on est dans un système qui est symétrique, d'accord? Symétrique par la distance. Vous avez la même distance entre les différents conducteurs. Mais dans la réalité, les choses ne sont pas symétriques, c'est-à-dire ne sont pas triangulaires. Mais vous avez, dans le cas réel des réseaux électriques, vous avez les phases qui ont cette organisation. Donc, vous avez sur une certaine distance, et comme j'ai dit la dernière fois, surtout lorsque vous êtes en très haute tension et en haute tension, vous avez une distance qui est très importante entre les pylônes.
Donc, si vous prenez un pylône et le deuxième pylône suivant, vous allez trouver que généralement la distance est une distance qui est très importante. Et cette distance-là, on l'appelle la portée. D'accord? La portée. Alors la portée, c'est quoi? C'est la distance entre deux poteaux, entre deux pylônes. Et puis la portée, elle varie selon est-ce qu'on est dans la basse tension, là dans la moyenne tension, là dans la haute tension. Et ça, vous pouvez le constater vous-même lorsque vous allez sur la route. Si vous êtes, par exemple, près d'un village et que vous êtes en moyenne tension, parce que généralement, lorsqu'on est proche d'un village, vous avez le niveau de tension, c'est la moyenne tension. Vous allez constater que la distance, elle est inférieure à celle que vous allez voir lorsque vous êtes sur des pylônes métalliques. Donc, il achète donc les pylônes métalliques, la distance كبيرة بزاف, de longue distance, ça peut aller jusqu'à 500 mètres, là, d'accord? Et ça peut aller même entre deux montagnes. Vous pouvez avoir un côté, un pylône sur une montagne, et puis l'autre pylône sur une autre montagne, et puis vous avez donc les câbles qui pendent entre les deux montagnes. Et ça peut aller, comme j'ai dit, entre 500 mètres jusqu'à 1 km. Mais lorsque vous êtes sur les routes, les pylônes ou les poteaux en béton, vous allez trouver que la distance, c'est pas 1 km ou là, c'est pas 500 mètres, mais généralement, ça peut aller jusqu'à 200 mètres, 100 mètres, selon le terrain que vous avez et selon aussi la proximité des habitants, des habitations. D'accord? Donc, ça s'appelle la portée. Donc, la portée, ça s'appelle la portée, donc ça s'écrit comme ça. Donc, portée, c'est la distance entre deux supports. Donc, que ce soit un support métallique, dans le cas de la retention, la retention, ou là, un support en bois, d'accord? Si vous êtes dans la basse tension, alors en bois, on les trouve généralement dans les villages, voilà, m'approche, le bois, les poteaux en bois m'approchent, d'accord? On les trouve généralement en basse tension, d'accord? Si vous êtes par exemple dans une... Alors maintenant, même dans les villes, on ne trouve plus donc les poteaux parce que tout est enterré. Maintenant, on remplace tout ce qui est aérien par tout ce qui est souterrain dans les villes pour le paysage et pour la sécurité des personnes. Mais généralement, c'est pour l'esthétique, c'est pour le paysage. Mais dans les villages ruraux, on trouve encore la basse tension sur poteau, d'accord, sur poteau en bois. Poteau en bois. Et la moyenne tension, généralement, elle est faite soit sur des poteaux en béton, ou là sur un type de poteau métallique. Donc, ça dépend. Donc, comme j'ai dit, dans le cas réel, vous avez la structure du réseau électrique, donc il est faite de cette manière. Après une certaine distance, on fait la permutation entre les phases. Et comme j'ai dit, cette permutation, ça va servir à quoi? Et s'il vous plaît, faites attention parce que généralement, des questions à dos, je peux les poser comme des questions pour des questions de cours dans l'examen ou dans le contrôle. Parfois, par exemple, pourquoi on permute les phases dans une ligne aérienne, dans une ligne d'un réseau électrique aérien. D'accord? Alors, si vous êtes par exemple sur pour l'enterrer, un câble enterré, alors généralement pour les câbles enterrés, c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose, on fait aussi la permutation entre les conducteurs pour donc garder une certaine homogénéité dans les distances entre les lignes. D'accord? Alors, si vous faites la distance moyenne, et ça, vous le pouvez faire comme exercice mathématique si vous voulez, donc vous pouvez calculer sur une certaine longueur, vous pouvez calculer la distance moyenne. D'accord? Vous pouvez calculer la distance moyenne et vous allez trouver donc quelque chose qui va ressembler à ce que nous allons voir par la suite. D'accord? Parce que si vous prenez par exemple la distance entre A et B et A et C dans ce cas, ce serait quoi? Ce serait 2 fois la distance normale que vous avez ici, entre A et C. Et puis ici, vous allez voir quoi? Vous allez voir la distance normale et ici, vous allez voir la distance normale. De la même manière, entre par exemple B et C, donc vous avez la distance normale,
là, vous avez le double de la distance normale, et puis ici, vous avez la distance normale, et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle, dans ce cas, soit la permutation des phases, mais généralement, on appelle la transposition des conducteurs d'une ligne triphasée. Transposition. Donc, ça permet, comme j'ai dit, d'homogénéiser les distances entre les différentes phases et aussi pour avoir une certaine homogénéité dans le calcul des inductances mutuelles. Alors, vous voyez que là, j'ai laissé la partie qui est là, je l'ai laissée vide parce qu'on sait très bien que c'est symétrique, d'accord? Donc là, ça sera ici, puis celui-là, ça sera ici, et ainsi de suite. Donc, c'est symétrique. Alors, vous avez l'inductance propre, elle va rester la même parce qu'il n'est pas influencé par la permutation. Mais ça, vous pouvez me poser la question suivante, c'est que l'inductance propre, elle dépend de la hauteur par rapport au sol, d'accord? Et lorsqu'on permute, la distance par rapport au sol, elle va varier, d'accord? Mais je vous dis comme réponse que la distance généralement entre le conducteur et un autre conducteur est négligeable devant la hauteur que vous avez par rapport au sol. D'accord? Donc, si vous avez ici, par exemple, 1 mètre, ou 1,5 mètre, si vous êtes en très haute tension, là, donc vous avez 1,5 mètre, mais lorsque vous êtes en très haute tension, vous pouvez aller jusqu'à une hauteur d'IL 20 mètres. D'accord? Alors, si vous comparez 20 mètres à 1 mètre, d'accord, c'est négligeable. 1 mètre, c'est négligeable devant 20 mètres. Donc, l'approximation, elle reste tout le temps valable. Pourquoi? Parce que la distance entre deux conducteurs est négligeable devant la hauteur de la ligne. D'accord? Donc voilà, je ne sais pas est-ce que vous avez bien compris ma remarque. C'est que lorsque vous transposez les lignes, vous avez la distance entre la ligne et la terre, normalement, il va varier. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on pourra négliger, d'accord, dans les calculs, parce que la distance que vous avez entre les câbles, elle est négligeable devant la hauteur par rapport au sol. Mais vous avez dans ce cas la distance, normalement, il va varier, d'accord? Donc on va prendre une certaine valeur moyenne de la distance. Et si vous faites, comme j'ai dit tout à l'heure, un calcul mathématique de la longueur moyenne ou la distance moyenne entre les différents câbles, vous allez trouver que cette distance moyenne, donc la distance moyenne d'INA, c'est ça. Donc c'est cette expression-là. Donc, si vous faites la transposition des câbles sur une certaine distance et que vous calculez la distance moyenne entre les câbles, vous allez trouver que c'est cette formule-là. Et comme j'ai dit, vous pouvez le faire comme exercice. Donc, c'est une distance moyenne géométrique entre les différents câbles. Alors, puisque nous avons cette distance moyenne, donc on peut bien l'introduire dans l'expression des inductances mutuelles. Et comme ça, vous avez donc une expression qui ressemble à celle que nous avons vue tout à l'heure, mais vous allez prendre la distance moyenne, c'est cette distance-là. Vous vous rappelez très bien, la distance, c'était normalement la distance DAB, la distance DAC, d'accord? Mais dans notre cas, lorsqu'on fait la transposition des conducteurs, on remplace la distance par la distance moyenne. D'accord? Alors, de même, vous pouvez